Donc, bonsoir à toutes et tous et merci bien de nous rejoindre encore un jour au Café Scientifique. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, merci bien de nous rejoindre encore au Café Scientifique. Aujourd'hui, c'est plutôt un café de la culture. Vous savez qu'on l'offre à travers les pôles francophones de l'UAM. Et comme la plupart de tous, je pense, les savaient déjà, les pôles francophones est un projet partagé par l'UAM et l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, pour la divulgation de la science et de la culture cadrée dans un contexte francophone à l'UAM. Et on compte aussi avec les soutiens de l'Institut français, l'ambassade de France en Espagne, la Casa Velázquez, et le lycée français de Madrid et l'association Dialogo pour l'amitié franco-espagnole, et aussi le lycée Beatriz Palindo qui offre un important parcours en français pour ses étudiants. Et comme vous le pouvez voir, il s'agit d'une très belle famille. Et bon, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de vous présenter à Jesus Vera Encao. C'est professeur de logique et de philosophie des sciences chez nous. Et il a effectué des séjours de recherche en France et aux États-Unis. Et il a été aussi professeur invité à l'école des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur les questions allant de la philosophie des sciences et la technologie à l'épistémologie et philosophie de l'esprit. Il a publié une monographie sur la philosophie de la technologie, Los saberes de Odiseo, les savoirs d'Ulysse, et de plusieurs articles dans des revues internationales telles que Synthesis, Phenomenology and the Cognitive Science, Social Epistemology, Theoria, etc. Son travail actuel s'articule autour de lignes de recherche. La première est centrée sur les artefacts, leur nature et leur fonction épistémique, et les secondes portent sur des questions d'épistémologie sociale et en particulier des questions liées à l'éthique et l'autonomie intellectuelle. Voilà, et merci Jesus pour nous proposer un sujet si intéressant qui nous permet d'approfondir dans la construction de la fondation de notre propre pensée. Je vous laisse les paroles. Et merci beaucoup, Anna, pour votre présentation. Et bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette série des cafés scientifiques de la culture organisée par les pôles francophones de l'Université autonome de Madrid et avec les soutiens de l'Agence universitaire de la francophonie et le vice-rectorat pour l'internationalisation de notre université. Et c'est aussi une joie d'avoir l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous ces quelques réflexions en français, une langue qui d'ailleurs remplit mon quotidien familial. Permettez-moi de commencer en évoquant un passage d'un film d'un cinéaste français qui m'est très cher, Éric Rohmer. Dans Conte de printemps, Rohmer place au cœur de l'intrigue une jeune professeure de philosophie dans un lycée de la banlieue parisienne. Dans un moment particulièrement surprenant et étrange du film, les personnages à table s'élancent dans un dialogue philosophique analysant avec une véritable profondeur l'idéalisme transcendantal de Kant et la maïeutique socratique. Jeanne, la professeure, insiste sur l'intérêt particulier que les élèves portent à la philosophie. Une mauvaise note en philo, plus que dans d'autres matières, est une source de grand désarroi qui attaque l'amour-propre des étudiants, dit-elle. Et elle l'explique ainsi. C'est comme si leur être pensant tout entier était atteint. C'est comme si le rapport à cette partie de soi qui est la pensée était remis en question, comme si l'on n'était pas maître de sa propre pensée. En disant cela, je n'ai pas du tout l'intention de vous livrer un énième discours propétique, une exhortation à la philosophie.
Il m'intéresse simplement insister sur un point, que c'est le point auquel Jeanne veut porter son attention. C'est le point de le besoin qu'on a vraiment de accorder un peu d'attention, un peu de soin à notre propre pensée. Je crois même que ce n'est pas le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, que cette question parcourt l'ensemble du film de Romer. Jeanne, à travers un moment de chamboulement dans sa vie personnelle, elle se laisse très facilement, en ce moment, rattraper par des idées fantasques. Elle laisse ses pensées vagabonder et son esprit désorienté doit faire face à l'attrait de contes, des histoires, des complots même, et dans lesquels elle se perd. Mais, bien sûr, l'optimisme romérien de la Renaissance printanière va tout remettre à sa place, du moins son apparence. Et Jeanne se montrera enfin capable de s'orienter dans la pensée. C'est là qui commence vraiment mon sujet pour cette présentation. Je vais revenir sur une obsession traditionnelle de la philosophie, l'obsession de bien penser. Et cette idée d'une nécessité de bien se conduire en matière intellectuelle qui a été poursuivie par plusieurs philosophes dans l'histoire. Peut-être devons-nous, dit-il, nous soumettre aux préceptes et aux dictats de la logique, fixer les règles d'une méthode afin d'accéder à la connaissance plus facilement, ou formuler des règles pour la direction de l'esprit, comme le suggérait Descartes. Bien sûr, l'enjeu de ce besoin de s'orienter dans la pensée est important si l'on écoute Jeanne, car une mauvaise conduite en matière intellectuelle peut affecter l'être pensant dans son entier. Ce qu'il nous faut, bien sûr, c'est une éthique intellectuelle. Je ne veux pas formuler une éthique intellectuelle en termes de règles ou de maximes ou de normes qu'il faut suivre. Je suppose surtout qu'il faut cultiver des vertus intellectuelles et avant tout d'abandonner certains vices qui peuvent nous empêcher d'arriver à la connaissance. Ce sont des habitudes pernicieuses, des dispositions qui nous empêchent de bien penser. Ça sera l'objet de cette présentation. Je tenterai d'abord de définir la nature des vices intellectuels et comment ils prennent racine dans notre pensée. Et finalement, j'insisterai sur les conséquences de leur propagation dans la vie personnelle et aussi dans la vie publique. Si on essaye de faire comme une taxonomie de vices, ou essayer de prendre, de délimiter le champ des vices épistémiques et intellectuels, c'est pas une tâche facile. Si on regarde la littérature sur la question, les taxonomies sont variables, très changeantes. Et si on essaye de rassembler tous les vices qu'ils proposent, ça donne surtout un fourre-tout et pas du tout une classification éclairante. Si vous voyez, si on fait un possible inventaire, nous trouvons d'un côté l'indifférence, le mépris des soi, l'orgueil, des vices qui sont plutôt morales, à côté de questions un peu plus intellectuelles comme la rigidité, la sottise, la fermeture d'esprit, la manque d'imagination ou de créativité. Il y a plus, ça fait comme un fourre-tout où on accumule des possibles vices intellectuels. Ce qui m'intéresse, c'est pas faire une taxonomie. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir dans quelle mesure ils sont des vices, en quoi ces traits ou ces modes de pensée ou les modes de pensée sont-ils des vices. Et bien sûr, il n'est pas surprenant qu'il ne soit pas facile de répondre à cette question, à la question de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que fait de ces traits ou de ces modes de pensée des vices. Parce que surtout, à travers l'histoire, on a changé d'avis sur ce qu'on a qualifié de vices ou de vertus. À certaines époques, par exemple, la curiosité, c'est simplement pour mettre un exemple, a été traitée comme un vice. C'est surtout la vaine curiosité qui cherche, qui détourne de sujets intéressants pour chercher un peu des détails
questions qui sont pas intéressantes, qui nous détournent, comme disait dans le Moyen Âge, de la vision des dieux ou de la vie spirituelle. Et comme le dit Bernard de Clairvaux, le premier degré de l'orgueil, hein, c'est la curiosité. Mais en même temps, dans le monde moderne, la curiosité deviendra ensuite un trait positif de mon conduite intellectuelle. C'est pour ça que, vu cette diversité des qualifications des possibles vertus et vices, c'est pas facile de faire, bien sûr, une taxonomie ou de essayer de répondre qu'est-ce que ça fait de la curiosité une vertu ou un vice. Une partie de la difficulté à comprendre ce que c'est un vice intellectuel réside dans le fait qu'il ne suffit pas d'identifier ce qui rend notre conduite intellectuelle défectueuse. Je suis allé un peu trop vite, je pense, là, avec les PowerPoint. Parce qu'il y a des choses que les vices ne sont pas. Par exemple, ce n'est pas un vice avoir des défauts intellectuels. Ce n'est pas un vice, par exemple, se tromper. Ce n'est pas un vice avoir des croyances qui sont fausses. Ce n'est pas un vice non plus, même, avoir des croyances qui sont pas bien justifiées. Ça ne peut pas être un vice. De la même façon que ça ne peut pas être un vice, avoir son d'ignorance, même vaste, son d'ignorance, tout en est dans cette situation. Et même, ce n'est pas un vice en tant que tel, avoir des capacités intellectuelles manifestement déficientes ou bien limitées. Ça ne peut pas faire de nous des êtres intellectuellement vicieux. Et non plus, je dirais, on ne peut pas faire de nous des êtres vicieux le fait que nous soyons soumis à des biais très variés et très systématiques qui ont été étudiés par la psychologie et qui nous font évaluer des informations de façon erronée ou de prendre des mauvaises décisions parfois. Nous sommes tous, comme on sait, soumis aux effets du biais de la confirmation, par exemple, qui nous fait rechercher des preuves en faveur de ce dont on est déjà convaincu, a priori, et écarter les preuves qui feraient pencher la balance vers d'autres opinions, vers d'autres idées et convictions. C'est évident que cela a des effets pernicieux, mais en tant que tel, cette prédisposition ne devrait pas être cataloguée comme un vice intellectuel. C'est quelque chose qu'on est incliné, peut-être parce qu'on utilise beaucoup de raccourcis cognitifs dans nos jugements et dans nos décisions. Dans la tradition morale et philosophique, les couples vertu et vice correspondent chez un individu plutôt à des traits de caractère stables qui rendent quelqu'un digne d'approbation ou de réprobation. Par exemple, si quelqu'un fait systématiquement preuve de partialité dans ses jugements, il semble manifester dans sa conduite un trait de caractère qui est vraiment exposé aux critiques, qui mérite la réprobation. Ça serait pareil avec l'obstination ou avoir un esprit un peu obtus qui te mène à ne pas corriger des erreurs manifestes. Et tout ça reflète vraiment un mauvais caractère intellectuel. Des vices sont alors des traits de caractère, mais pas que ça. La plupart de la littérature contemporaine a identifié d'autres dispositions, habitudes, modes de pensée et même des attitudes qui pourraient être qualifiées de vicieuses. Parfois, c'est difficile de faire la distinction où, quand on est devant une mode de pensée, quand on est devant une attitude ou entre les caractères, mais parfois les choses sont plutôt claires. L'obstination dont on parlait auparavant, c'est plutôt une disposition, mais prendre nos désirs pour des réalités est plutôt un mode de pensée qu'on peut appliquer à des différents moments et qui est vicieux, dans le sens qu'il est pernicieux pour notre vie intellectuelle. Avoir des préjugés aussi, c'est avoir une attitude particulière à l'égard de certaines questions ou personnes. Ce n'est pas forcément un trait de caractère, mais c'est quelque chose de vicieux.
Il y en a d'autres vices que peuvent entrer dans plusieurs catégories, comme la servilité, dont je parlerai peut-être à la fin de ma présentation, que c'est une attitude. Mais elle peut aussi s'enraciner chez quelqu'un comme un trait de caractère et se manifester comme une disposition de réponse envers soi-même et les autres, qui est vicieuse, finalement. Mais surtout, il y a une question qui m'intéresse spécialement. C'est une question qui est importante dans toute caractérisation de ce que c'est les vices intellectuels. Et c'est l'idée que tous les vices sont intellectuellement ou épistémiquement néfastes, dommageables, mais il faut expliquer, ou il faut donner une explication de qu'est-ce que c'est les dommages qui est associé aux vices intellectuels. Quel dommage intellectuel, quels sont les dommages intellectuels dont on parle? Et de quel type de nuisances s'agit-il quand on parle de vices intellectuels? Il me semble évident, et il y a plusieurs auteurs qui ont insisté sur la question, que les vices peuvent faire obstacle à l'acquisition des connaissances et à l'acquisition des vérités. Mais je pense que ceci ne peut pas expliquer tout ce qu'il y a de nuisible dans les vices intellectuels. C'est vrai qu'il est nécessaire de posséder des connaissances pour faire même partie d'une société. Et pour cela, nous devons pouvoir exercer nos facultés intellectuelles et en général nos compétences dans de bonnes conditions. Si les vices nous empêchent de l'acquisition de connaissances et vérités, c'est parce que peut-être ils sont en train de nuire aussi les conditions dans lesquelles nous utilisons nos compétences intellectuelles. Et c'est là qui me mène au deuxième facteur que je pense qui est important quand on caractérise le dommage intellectuel. Le préjudice causé par les vices se situe surtout au niveau de l'agent intellectuel, du sujet des connaissances. Parce que la naissance ne se réduit pas à la perte de connaissances, sinon elle atteint ce qu'il fait de chacun de nous un être pensant et un être déconnaissant. C'est un préjudice qui découle d'une forme de corruption qui sape notre capacité à agir dans les domaines intellectuels en général. Les vices corrompent. Certains corrompent à la racine. Ils créent chez son sujet les conditions pour que d'autres vices s'installent ou s'aggravent. Les vices nuisent à l'agir intellectuel dans son ensemble. Et je pense que c'est là le dommage qui provoque chez nous les vices. Il touche, comme dirait Diane, à l'être pensant tout entier. Voilà ce que serait un résumé de la caractérisation des vices qu'on peut identifier, même dans plusieurs endroits dans la littérature contemporaine. Et c'est l'idée des vices que les vices intellectuels sont donc des traits de caractère, des habitudes et des modes de pensée, et aussi des attitudes qui sapent notre capacité à agir en tant que sujet de connaissance. Ils sont surtout corrupteurs du sujet et du moi. Mais pour bien comprendre ce que je veux dire avec cette idée de affecter la capacité à agir en tant que sujet de connaissance, il faut dire quelque chose sur ce que je conçois, comment je conçois cette capacité. Et cette capacité consiste, entre autres, à pouvoir contribuer à des pratiques épistémiques collectives, à être un participant dans une communauté épistémique dans laquelle l'information est recueillie, évaluée et transmise. Parce que nous ne sommes pas des êtres connaissants isolés, un vase clos. Nous participons toujours pour devenir des sujets de connaissances dans des communautés dans lesquelles d'autres nous aident, nous soutiennent dans nos pratiques de formation et d'évaluation des croyances, dans le filtrage et la sélection des informations, et dans les évaluations de leur signification, de leur valeur, de leur intérêt. Être un sujet de connaissance, je dirais, passe toujours par une contribution aux pratiques, par une possibilité de contribuer aux pratiques épistémiques d'une communauté. Parce que c'est en leur sein que se développe notre caractère et notre identité en tant qu'être intellectuel. Et c'est donc en leur sein que certains vices s'enracinent d'une manière particulière.
Je ne veux pas dire que les vices intellectuels sont des vices collectifs. Au contraire, je pense que les vices sont personnels, dans son sens profond, tandis que leurs manifestations sont sociales. Et pas seulement parce que leurs causes et leurs effets sont sociaux et politiques, c'est aussi parce que leur nature vicieuse découle de la manière dont ils entravent la participation de chacun de nous aux pratiques de la communauté épistémique. C'est que certains vices intellectuels s'enracinent plus facilement dans certains contextes sociaux, d'une part, et qui contribuent également, d'autre part, à créer et à perpétuer des conditions sociales spécifiques et de participation à des pratiques épistémiques, même des conditions d'exclusion, d'exploitation et d'oppression, comme beaucoup d'auteurs ont reconnu. C'est pour ça que je voudrais m'arrêter un instant sur les contextes actuels, un terrain d'observation très riche en vices intellectuels marqués et dont l'ancrage collectif est évident. Prenons les cas, comme exemple, les phénomènes de l'infodémie liés à la COVID-19. Comme vous savez, ça a demandé de la part des citoyens une recherche massive d'informations et ils se sont trouvés aussi avec une circulation de désinformation majuscule, désinformation à côté de l'information fiable. Plus que jamais, il semble impératif d'être capable de bien discriminer des éléments d'information. Bon, là, la façon où je vois la situation sur l'infodémie, c'est que il a été facilité par la diffusion de beaucoup de vices intellectuels. C'est pour ça que je voudrais d'ailleurs revenir ici sur la question qui a fait objet de la précédente présentation des cafés scientifiques, qui Josep Lovera a consacré à la perception publique de la vaccination en Espagne. Et avec, à juste titre, il a connecté avec la préparation des croyances et des positions complotistes dans nos sociétés. Sur les théories des complots, on pourrait parler longuement, mais je pense qu'on peut résumer la question. Bon, on est tous capables de reconnaître les théories complotistes qui circulent maintenant dans nos sociétés. Même aujourd'hui, j'ai entendu une très bizarre à la télé. Tu mets la télé, tu continues à entendre de nouvelles théories complotistes. On a eu beaucoup d'explications. L'autre jour, Joseph Lovera, il a proposé des explications très intéressantes, très bien dirigées. On a parlé beaucoup d'explications psychologiques qui essayent de comprendre pourquoi tant de gens sont prêts à envisager la vérité des conjectures si invraisemblables. Mais je doute que des simples facteurs psychologiques puissent expliquer la véhémence de nombreuses théories des complots qui n'auraient pas dû se propager au-delà des cercles étroits de ceux qui les inventent et les invoquent. On appelait aussi au biais psychologique que j'ai mentionné tout à l'heure, comme les biais de confirmation, cette idée de chercher les preuves qui confirment les théories et pas ce qui peuvent servir comme critique ou pour rejeter la propre théorie. Accompagné d'autres biais, comme les biais d'intentionnalité, c'est qu'il y a certains événements qui sont si importants, qui finalement sont expliqués plutôt par des agents intentionnels. Ça peut pas être expliqué d'une façon naturelle ou d'une façon qui appelle aux lois de la nature, etc. Sinon, il faut toujours trouver une intention derrière. Et les biais de proportionnalité bon, je reviendrai là plus tard sur les PowerPoint, les biais de proportionnalité qui nous dit que s'il y a des événements si importants, il doit y avoir des causes qui soient proportionnées à l'importance de l'événement. Et c'est pour ça que les théories des complots, ils proposent des causes si bizarres et avec une apparence d'importance spéciale. Bon, c'est vrai que les biais ont beaucoup joué dans le partage et l'extension de beaucoup de théories
complotiste. Mais je pense qu'il faut aussi mettre en évidence que la plupart des mécanismes de propagation des sévices intellectuels sont liés, bien sûr, à des contextes sociaux et politiques, mais aussi, et c'est ça mon idée, à des vices intellectuels. Je ne veux pas dire qu'il y a un vice intellectuel des complotistes, bien sûr que non, pas plus qu'il y a une personnalité complotiste bien définie, mais il y a des individus et des groupes qui sont plus susceptibles que d'autres de répondre à des craintes et des certitudes légitimes par des manières intellectuellement vicieuses. Et c'est ça, je pense, qui se passe dans le cas de théorie du complot. Ils ont bien cultivé des habitudes de pensée et même un caractère intellectuellement vicieux. Les complotistes, par exemple, semblent être plus enclins à prendre ces désirs pour l'art des réalités. C'est un vice qui partage la plupart des complotistes. En plus, il manifeste largement une certaine fermeture d'esprit. En plus, il est bien naïf et parfois il est crédule, hein, et il exprime sa naïveté constamment. Mais surtout, il est affecté, je pense, par un vice capital, hein, que c'est le vice de l'insouciance intellectuelle, qui manifeste surtout une certaine indifférence envers la vérité et ce que sont les bonnes raisons de croire, c'est-à-dire les raisons qui touchent à la vérité de la question en jeu. Normalement, il ne se soucie pas de savoir si ces convictions complotistes ont un quelconque fondement dans la réalité ou sont détaillées par les seules raisons qui doivent compter, à savoir des preuves appuyant ce qu'ils croient. Plus inquiétant encore, les complotistes sont récalcitrants dans leurs attitudes et leurs croyances et ne montrent aucune disposition à modifier leur position face aux preuves et aux raisons. Même, ils croient qu'ils ne manifestent pas c'est une insouciance intellectuelle. C'est vrai qu'ils sont pas paresseux. Ils se proposent toujours comme en train de enquêter, de faire une réflexion sur la question et trouver une image qui est plus juste au fait. Ils ne sont pas des complotistes. Ils font des constats, ce sont des faits apparemment qu'ils sont en train de nous mettre devant nos yeux. Et ils ne se méfient pas de la situation cognitive dans laquelle ils sont. Et c'est ça qui fait que peut-être ils sont en train de développer encore, de corrompre encore un peu plus sa pensée avec de nouveaux vices. Dans un article à paraître de 3 auteurs qui sont cités dans les PowerPoint, Meyer, Alfano et De Bruyn, les auteurs, ils ont mis à l'épreuve une hypothèse selon laquelle les variables associées aux vices intellectuels sont de meilleurs prédicteurs du degré de propension des individus à accepter la désinformation sur la COVID-19 et en général à accepter de la désinformation. Il propose une échelle de vice épistémique en fonction de 2 éléments, l'indifférence à la vérité et à la recherche, et la rigidité en tant que manque de sensibilité envers les preuves et ou les évidences, ou les faits et les données. L'idée de l'article, je ne veux pas en parler longuement, c'est que parmi d'autres possibles variables, les vices intellectuels, ces vices intellectuels mesurés par indifférence, rigidité, ce sont des indicateurs fiables de la sensibilité à l'égard de fausses nouvelles, de mythes, des affirmations négationnistes et d'autres théories des complots tournant autour de la COVID-19. Et en parallèle, on peut trouver aussi des études récentes qui montrent une corrélation positive entre certains vertus intellectuelles, comme l'humilité, et la probabilité de s'engager dans des pratiques de discrimination d'information
d'une façon rationnelle. Bon, c'est loin de mon intention de passer sous silence d'autres facteurs, comme les cadres sociaux et politiques dans lesquels s'inscrivent ces tendances négationnistes et extrémistes et complotistes. Il a été souligné à maintes reprises que de nombreuses stratégies politiques opèrent pour produire de la désinformation. Il existe des entrepreneurs du complot. Mais on peut voir aussi les entrepreneurs du complot dans le cadre des vies intellectuelles. L'instigateur de complot manifeste un vice peut-être capital dans les domaines intellectuels, une certaine malveillance épistémique. Il exprime une volonté d'empêcher l'acquisition des biens épistémiques, ce qui est d'autant plus délétère qu'il manifeste cette volonté non seulement par rapport à ses propres croyances, mais aussi par rapport à celles d'autrui. Et en cette mesure, il empêche et entrave la participation des autres aux biens épistémiques qui leur sont dus d'une certaine manière. C'est un vice profondément corrupteur, car il manifeste un mépris pour la vie intellectuelle dans son ensemble, pour la sienne propre et pour celle des autres. Bon, ces formes de mépris intellectuel sont vraiment très variées et très multiples. Ils sont au cœur de nombreux vices ordinaires, dont Pascal Anger, dans un livre qui nous offre une fine analyse de tous les vices, a caractérisé avec beaucoup de finesse. Dans son livre, Le vice du savoir, que je recommande énormément et où je me suis inspiré pour cette présentation. Et les vices du savoir présentent d'abord ce qui nous intéresse, en tout cas, ce sont les vices qui présentent une dimension volontaire. Mais il y a un deuxième facteur qui est important dans les vices du savoir, qui sont liés à ces mépris intellectuels. C'est qu'ils cachent toujours une façon, que je dirais perverse, de se rapporter aux propres croyances, aux croyances de chacun et aussi à celles des autres. C'est là que je vois la racine de la plupart des vices intellectuels. La racine est là, c'est traiter les croyances comme quelque chose dont on peut disposer selon son bon vouloir. C'est comme si on pourrait croire à bon gré. Comme je l'expliquerai ensuite, cette supposée liberté de croire s'est traduite par une tyrannie exercée sur l'esprit lui-même, pour citer le philosophe John Locke. Toute éthique intellectuelle découle, et ça, Pascal Angel fait une proposition très intéressante là-dessus, découle d'une certaine éthique de la croyance. Pour utiliser les termes introduits il y a 150 ans par William Clifford dans son célèbre article The Ethics of Belief. Clifford, dans cet article, il considère qu'il y a des devoirs envers la croyance, qui sont aussi des devoirs envers l'humanité dans son ensemble. Toute croyance, dit-il, doit reposer sur des preuves suffisantes, et toute croyance qui repose sur des preuves insuffisantes est une attaque contre l'humanité. Regardez la façon où il exprime cet impératif ou ces devoirs envers la croyance. On attend toujours, partout, et qui que l'on soit, de croire quoi que ce soit sur la base des données insuffisantes. C'est vrai que maintenant, on trouve son précepte d'un rigorisme intellectuel et même moral un peu excessif. Je pense qu'il nous met sur la piste de certains aspects de la croyance qui sont décisifs. D'abord, les croyances, ce sont des états qui doivent répondre fondamentalement aux données, aux preuves, aux raisons qui comptent pour décider sur la vérité. Mais en deuxième lieu, il nous montre que les croyances comportent toujours un côté public et que par conséquent, les vices qui corrompent notre vie intellectuelle, personnelle, risquent aussi de corrompre les collectifs. Je pense qu'une éthique intellectuelle doit promouvoir des habitudes chez les sujets de connaissances afin qu'ils puissent prendre pleinement part aux pratiques épistémiques d'une communauté, comme je l'ai dit auparavant. Et pour cela, cette éthique doit empêcher que s'installent en nous des habitudes pernicieuses qui affectent d'abord à notre
qui affectent d'abord notre sensibilité aux raisons pour appuyer, pour soutenir nos croyances, mais aussi, je pense que c'est important, qui affectent notre sensibilité à la position qu'on occupe dans un espace d'autres sujets cognitifs qui peuvent partager avec nous des raisons épistémiques, ça veut dire des données, des preuves en faveur de la vérité de la croyance. C'est les deux choses qui sont importantes si les vices intellectuels affectent, corrompent notre vie intellectuelle, c'est parce que il affecte directement la sensibilité comme sujet aux données, mais en même temps parce qu'il s'affecte la sensibilité à la position qu'on a dans un espace d'autres sujets cognitifs et à la possibilité de partager d'autres données, de preuves, des raisons dans une argumentation collective avec les autres. L'insensibilité aux raisons et aux conditions dans lesquelles nous pouvons échanger des raisons avec autrui est la source de la plupart des vices. Cette insensibilité se traduit en même temps par une certaine indifférence à l'égard de la vérité, comme j'ai dit. Je ne sais pas si on doit comprendre ça comme un amour de la vérité ou un amour pour la vérité, mais au moins il faut un certain respect de la vérité. La racine ultime des vices intellectuels renvoie, je crois, à une forme de violence, à une violence que nous exerçons à notre propre rencontre et qui s'étend aux croyances des autres. C'est quelque chose que John Locke, dans son essai Concerning Human Understanding, a mis en valeur. Je pense que le chapitre consacré à l'enthousiasme et à la critique de l'enthousiasme entre vraiment au cœur de la corruption de nos jugements, en soulignant que cette corruption découle de la violence et s'en assortit. Le manque de respect à l'égard de la vérité est un manque de respect envers la propre liberté de penser, et cela nourrit une prédisposition à dire aux autres aussi ce qu'ils doivent croire. Et comme ça affecte aussi la liberté de penser des autres. Les siècles de lumière avec Kant en tête de ligne, nous exhortaient à bien nous orienter dans la pensée. Ces penseurs du siècle de lumière entendaient par là une conformité aux lois de la raison, mais aussi, et c'est ça qui m'intéresse maintenant, la manifestation nécessaire d'une liberté de pensée. Ces deux aspects sont nécessaires pour contrecarrer l'élan de l'enthousiasme et du sentiment facile de la vérité qui dérive de convictions qui n'ont aucun fondement. La nécessaire liberté de penser nous impose d'être vigilants à l'égard de nous-mêmes en tant qu'êtres pensants et agents épistémiques. Il nous faut prendre soin de notre propre caractère d'être pensant. Mais il faut aussi affûter notre regard devant les conditions dans lesquelles certaines pratiques collectives entravent ou nuisent à cette tâche. Notre caractère intellectuel n'est pas entre nous seulement, ou du moins pas complètement. On peut mettre comme exemple des vices qui affectent la sensibilité aux raisons et la sensibilité aux positions qu'on a dans un espace d'autres agents au sujet cognitif, que c'est la servilité. La servilité, c'est un vice, c'est aussi un vice intellectuel qui peut être caractérisé comme une attitude envers soi-même, une attitude qui normalement est accompagnée d'un sentiment d'infériorité. C'est une attitude qui ne valorise pas la façon dont on peut participer dans les pratiques épistémiques d'une communauté, par exemple. Et c'est surtout une attitude envers les autres, une attitude qui facilite et qui favorise le conformisme intellectuel et qui est basée surtout sur la recherche de l'approbation des autres et en particulier des plus puissants. Et ça, c'est quelque chose qui est un vice personnel, mais en même temps, c'est quelque chose qui est favorisé par certaines conditions sociales d'oppression et de privilèges. C'est un vice qui provoque un manque de conformité à la valeur intellectuelle de chacun, et par conséquent, il devient un obstacle majeur, non seulement à la connaissance de soi,
mais surtout à la participation dans les pratiques collectives de la connaissance. Je voudrais rajouter un dernier commentaire sur la liberté de penser avant de finir. Je viens de rappeler comment le vice intellectuel dérive d'un manque de respect envers la vérité qui se traduit par une imposition de la croyance sur soi-même, alors que la croyance ne doit pas être une attitude envers laquelle on peut exercer une volonté prétendument absolue. Croire quelque chose parce que je veux le croire, ou ne pas le croire parce que je ne veux pas le croire, ce sont des manières de se faire violence. C'est refuser, et aussi, c'est refuser à savoir, c'est une attitude du même type, puisqu'elle implique de fermer les yeux face aux évidences. Je pense que c'est le désordre fondamental de la pensée. C'est lui qui conduit le plus immédiatement à d'autres vices liés à la façon dont on mène à bien une enquête, comment on peut arriver à faire des jugements et comment prendre soin des raisons qui comptent pour la vérité de la croyance. Voilà ici le cœur d'une éthique intellectuelle qui s'appuie encore sur une disposition à juger par soi-même en toute liberté, mais qui exige de se conformer aux contraintes de la raison. On sait penser par soi-même, et c'est la caractérisation de Kant pour l'autonomie intellectuelle, exige d'éviter la tentation qui est à la racine de tous les vices, nous faire violence en nous imposant arbitrairement la croyance. C'est aussi la voie la plus directe pour les autres de nous les imposer. Mais on se demanderait, bien sûr, on a beaucoup de vices intellectuels, mais une éthique intellectuelle devrait aussi avoir de recommandations, des conseils de comment éviter ces vices-là. C'est là que je ne pourrais pas faire de propositions très claires. C'est un sujet que peut-être dépasse même la réflexion philosophique. Je ne suis pas ici comme un moraliste qui essaye de nous dire comment il faut se conduire dans la pensée. Au moins, il faut se rappeler que on est soumis à des conditions dans lesquelles certains vices se cultivent ou s'entretiennent de façon un peu plus facile et qu'il faut éviter ces conditions-là. Mais en tout cas, il y a deux façons d'éviter, au moins partiellement, la forme des violences qui se dérobent, des formes de violences qui peuvent même se dérober à notre propre regard. C'est là qu'il y a eu beaucoup de propositions. Je veux simplement citer une d'un bon ami, José Medina, qui est dans un livre sur l'épistémologie de la résistance. Il nous parle de friction épistémique, de façon de s'engager avec d'autres points de vue pour pouvoir avoir un peu de recul sur la position où on est et avoir la possibilité de nous regarder et de identifier vraiment les vices intellectuels, et des vices intellectuels qui parfois ils agissent subvertissement dans nos esprits. Et c'est clair que c'est pas une garantie mais au moins ils peuvent agir comme des garants pour changer nos façons de penser et pour ne pas répondre à des caprices dans la façon où on entretient nos croyances. Mais on me dira cependant que les dangers des vices intellectuels qui se répandent dans nos sociétés ne proviennent pas tant du fait d'imposer des croyances, d'une violence exercée sur la pensée, que des mécanismes plus sibyllins par les biais desquels on manipule les conditions de notre participation aux pratiques épistémiques collectives. De nombreux vices intellectuels se développent surtout dans des chambres d'écho, ce qu'on appelle des chambres d'écho. C'est des situations où on paraît que on fait que entendre les mêmes voix que la mienne, les mêmes raisons, la même façon de considérer les questions qui sont en jeu. Et des bulles épistémiques, ce sont des conditions dans lesquelles tu considères pas d'autres positions parce que tu développes une méfiance envers les autres positions sur la question qui soit en jeu. Comme je disais, le vice intellectuel se développe surtout dans des chambres d'écho et de bulles épistémiques qui profitent à nouveau des biais cognitifs pour orienter non seulement la croyance, mais aussi pour fomenter des habitudes qui s'avèrent vicieuses
comme l'insouciance, la paresse, la fermeture d'esprit, ou la partialité ou l'esprit de parti. Il est vrai que nous ne sommes pas à l'abri des stratégies de manipulation. Il existe des milieux d'interaction sociale qui semblent les favoriser. Tout le monde serait d'accord que les réseaux sociaux peuvent contribuer à favoriser certains de ces mécanismes de création de chambres d'écho, de bulles épistémiques. C'est pourquoi l'éthique intellectuelle, même si elle s'attache au vice, pour ainsi dire privé, personnel, ne peut agir qu'en faisant fi d'une plus grande vigilance dès l'argumentation publique, de sorte que le respect nécessaire envers la vérité soit aussi le respect envers autrui. Bon, je dois m'arrêter là, mais je ne voudrais pas clore ces réflexions, certes impressionnistes, peut-être une manifestation d'un vice intellectuel, consistant à papillonner en dilettante, comme on le dirait Pascal Angier dans son livre, sans revenir sur Jeanne dans les films d'Éric Rohmer. Jeanne semble succomber à la fabulation, à la pensée conspiratrice, malgré l'attention soignée qu'elle porte à sa pensée. Elle dit d'elle-même qu'elle s'occupe beaucoup de sa pensée. Mais elle montre surtout sa fermeté, une certaine rigueur, et sa fermeté la sauvera. En apparence, comme je disais au début. Mais elle aura aussi besoin d'un moment de révélation. Et c'est ça qui nous apprend Rohmer aussi, qui ne peut lui être offert que par un événement, qui soit une vérité, qui l'ancrera dans le monde, et aussi une sensibilité particulière à l'égard du point de vue des autres. C'est vrai que pour nous libérer de ces vices intellectuels, on n'a pas une réponse définitive, mais au moins, Jeanne nous apprend qu'il faut prendre soin de nos propres pensées. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre des questions s'il y en a, ou faire des clarifications sur ce que je voulais dire dans mon discours sur les vices intellectuels. Merci beaucoup. Voilà, Jesus, merci beaucoup pour la conférence. C'était très intéressant et surtout, je pense, très au cœur du contexte politique et social que nous avons maintenant, qu'il semble lui-même un vice intellectuel. Donc, c'est un peu décourageant d'avoir pas une réponse définitive, comme vous disiez, mais c'est comme ça. On n'attend pas les réponses, on attend les questions. Donc, quand Jesus il nous a dit, on attend la participation de tout le monde. Je veux dire bonjour au Pascal Engel, l'auteur de Le vice de savoir, parce que je veux qu'il est connecté. Donc, peut-être que c'est une bonne occasion pour commencer une discussion entre vous tous les deux. Bon, pour participer, je ne sais pas si vous connaissez la façon de le faire. Vous avez un petit symbole réaction. Vous pouvez lever la main et comme ça, je peux vous voir et vous donner les paroles pour parler. Voilà, Pascal. Bonjour, Pascal. Soyez bienvenue. Buenas tardes, gracias, Jesus. Merci beaucoup. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'ai été très intéressé par ton exposé. Vous m'entendez là? Oui, c'est parfait. J'ai été très intéressé par votre exposé, par ton exposé. J'ai seulement une seule question. Tu as beaucoup insisté sur le vice d'humilité et enfin, la vertu d'humilité intellectuelle qui nous prête à être attentifs aux opinions des autres et à leur contrôle, si l'on peut dire, et au vice corrélatif qui est l'arrogance, le fait de refuser le point de vue d'autrui. Et c'est vrai que c'est un petit peu la position traditionnelle. Et c'est vrai aussi que si on considère le désir la pensée collective qui est très importante, je crois, dans ta pensée, c'est très important, évidemment,
de pouvoir penser avec les autres et de ne pas penser de manière isolée. D'un autre côté, il est vrai aussi que quelquefois, il est bon de conserver ses idées et de ne pas se laisser influencer par les pensées des autres. Il est bon quelquefois de ne pas prêter attention à la pensée des autres et de continuer dans son chemin. Le problème, c'est que si on est comme ça, eh bien, si on est en quelque sorte arrogant, on risque d'être un peu orgueilleux ou bien on risque de tomber dans ce que tu as caractérisé comme un vice à un moment donné. C'était très intéressant de faire cette notation. L'idée qu'on veut imposer aux autres ses propres convictions. Et ça, c'est vrai que c'est un vice, mais en même temps, c'est aussi une qualité. Est-ce que ça n'est pas ce que veulent faire tous les prophètes, tous les philosophes, tous les professeurs et presque toutes les personnes qui parlent et qui discutent avec d'autres? Donc il y a un aspect, si je peux dire, Janus bifrons, un double aspect de quelque chose qui est à la fois une qualité et un défaut. Et comment est-ce qu'il est possible de faire la différence entre les deux? Tu veux partager tes idées, mais quelquefois, tu donnes l'impression aussi d'être arrogant. Merci Pascal, parce que c'est une question très pertinente et qui va me permettre un peu clarifier ma position. C'est vrai que si on cherche le père de vertus, vices sous-jacents à mon exposé, on peut le mettre dans le terme que tu disais d'humilité, arrogance, mais on peut le faire aussi dans d'autres termes que tu as utilisés aussi, que je pense qui rendent mieux mon idée centrale et que je pense que peuvent aider à voir le double aspect auquel tu fais ça référence à la fin. C'est pas pour moi une question d'humilité, arrogance que d'une certaine façon c'est pas seulement une question de ça, c'est surtout une question de comment faire que l'autonomie intellectuelle, que vraiment l'autonomie intellectuelle soit une condition pour développer certaines vertus, qui permettent vraiment d'avoir un espace social dans lequel on peut partager la connaissance. Les contrastes que j'ai fait, si tu veux, c'est entre l'autonomie intellectuelle et la dépendance qu'on a des avis des autres, de la reconnaissance des autres, cette nécessité ce besoin de partager nos raisons avec les autres. C'est pour répondre plus directement à ta question, mon idée centrale, c'est qu'il faut éviter l'imposition de croyances. Mais c'est surtout, il faut éviter l'imposition des croyances sur soi-même. Et quand je dis que l'essentiel, c'est prendre soin de sa propre pensée, par ça, je comprends que la seule façon de contribuer vraiment dans un dialogue qui fructifie avec les autres, c'est ne pas échanger des raisons, dans des conditions dans lesquelles c'est soit que des convictions qui se proposent comme telles, des convictions. C'est plutôt initier un dialogue dans lequel on soit ouvert aux données, dans lesquelles il faut être sensible vraiment à tout ce qui c'est important pour décider sur la vérité de la question.
disons, tu me diras, c'est idéalisé, bien sûr, c'est idéalisé. Je pense que le plus important pour moi, c'est insister sur la question de la façon de contrecarrer les vices intellectuels qui, en général, c'est de se rendre compte que dans tous les moments, il faut faire fi aux conditions dans lesquelles on propose nos convictions en tant que convictions et la façon où nous prenons place dans le contexte social pour parler en faveur de la vérité. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, je ne veux pas rajouter beaucoup parce que je ne veux pas parler tout le temps. Mais bon, évidemment, ce n'est pas très bien d'être considéré comme arrogant, d'être orgueilleux ou de manquer d'humilité. D'un autre côté, toute recherche intellectuelle sérieuse suppose que l'on ne doit pas se laisser tout le temps influencer par les autres et pas tout le temps subir les opinions d'autrui. D'ailleurs, c'est quelque chose que dit John Locke dans le texte que tu as cité. Et pour prendre un exemple peut-être qui est plus radical encore, beaucoup de philosophes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des héros au sens avec un S, des héros de la pensée, ce sont des gens qui résistent à la pensée des autres, qui ont confiance en eux-mêmes, qui refusent de croire ce que les autres leur disent et qui, en quelque sorte, sont presque braqués ou un petit peu dogmatiques. Et donc, il y a aussi un avantage et un bénéfice vertueux du dogmatisme. Or, aujourd'hui, quand on nous dit « votre pensée dépend des autres, il faut penser collectivement », ça va contre cette image un peu individualiste, traditionnelle, mais qui, après tout, est aussi celle de Kant. Penser par soi-même, comme tu dis, c'est être critique vis-à-vis de soi-même, mais c'est aussi, comme le dit l'anglais, « to stick to one's guns », c'est-à-dire garder sa position, être prêt à résister. Et si on n'a pas ça, eh bien alors on est une passoire intellectuelle, on accepte tout, et ça c'est un grand risque également. Je ne pense pas que Voltaire ou Rousseau ou Locke étaient des gens qui auraient aimé dire je dois m'ouvrir tout le temps aux opinions des autres. Non, on doit aussi les refuser. Je suis tout à fait d'accord. Mon idée, c'est pas s'ouvrir sans plus aux opinions des autres. En fait, j'insisterai aussi sur l'idée que cette autonomie intellectuelle, jugée par soi-même, a besoin d'un certain courage. On peut dire aussi d'un certain orgueil qui est lié au fait qu'on reconnaît vraiment qu'on a fait un effort spécial pour bien fonder la croyance, bien examiner les faits, et qu'on est dans une bonne position épistémique. Ça, c'est faire fi à la position épistémique qu'on a dans cette situation. Et dans cette situation, tenir les croyances, c'est très important. C'est ça qui est contribuer aux pratiques épistémiques collectives dans le bon sens. Très bien. Tu ne peux pas contribuer bien aux pratiques collectives si tu n'as pas en même temps une vision adéquate de la façon où on peut participer dans ces conditions, et si tu n'oses pas tenir ta croyance quand il le faut. Bien sûr, ça doit être compatible. En fait, c'est une condition même de l'agir, et de la façon où je comprends l'agir épistémique dans le sujet des connaissances, comme participer dans la pratique épistémique collective. C'est pour ça que je vois ton inquiétude, je partage même ton inquiétude, mais je pense que c'est pas seulement compatible, c'est une condition même de la situation, et il faut
faire gaffe tous les croyances qui peuvent venir disons, sans les soutiens adéquats. Merci beaucoup, Jesus. Merci à toi, Pascal. D'accord, parfaitement d'accord. Merci Pascal et merci encore Jesus. Il y a des autres questions, je ne veux plus m'enlever. Voilà, bon, il semble qu'il n'y a pas personne qui veut nous laisser un commentaire. Donc voilà, Jesus, je vous remercie de la participation et à tout le monde. Et on vous attend à tous les prochains derniers jeudis de mars pour les prochains cafés scientifiques. Merci beaucoup, Anna. Et merci à tous. Merci et à bientôt à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.